Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'analyse statique et de SEMGREP avec Claudio Merloni. Bonjour Claudio. Bonjour tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Riff. Bonjour. Et Sébastien Georgia. Bonjour. Alors Claudio, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, je vais essayer de faire la version courte. J'ai commencé à travailler dans la sécurité informatique à peu près il y a 20 ans. J'ai commencé au tout début en Italie comme consultant dans le monde du test d'intrusion, principalement forensique, des choses comme ça. C'était un peu une époque où personne faisait pas trop ce type de service. Et après, je suis arrivé en France en 2008 et le hasard a fait que j'ai commencé à travailler dans des sociétés qui s'occupent d'analyse statique. Tu peux expliquer ce qu'est l'analyse statique pour nos auditeurs, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est quand même des concepts assez avancés, assez mathématiques. Absolument, je vais essayer de faire une version très très simple. Et en réalité, les concepts sont assez simples. Analyse statique signifie, quand on parle de logiciel, signifie essayer de déceler des propriétés d'un logiciel de façon statique, c'est-à-dire sans l'exécuter. Donc typiquement, ce qu'on essaie de faire avec de l'analyse statique de code source, on prend le code source, on le fait passer dans une moulinette, et on s'attend que cette moulinette produise des résultats. Quand on fait de l'analyse statique visée à identifier des propriétés qui sont plutôt relatives au domaine de la sécurité, par exemple identifier des failles, l'outil, il va simplement faire tourner sa moulinette et typiquement générer une liste de vulnérabilités qu'on a été identifiées dans le code source. Mais il y a plein de manières de faire ça, non ? Moi qui ai un peu travaillé dans ce sujet, il y a le model checking, il y a des théories un peu plus compliquées derrière. Très bonne question. Effectivement, comme d'habitude, exactement comme on peut parler d'analyse statique, mais aussi d'autres façons de lancer des tests, que ce soit pour de la sécurité, pour de la qualité ou autre chose, on peut prendre le code source et utiliser des techniques différentes qui vont de quelque chose de très simple. Par exemple, les exemples que Nicolas, tu viens de faire sont peut-être à l'extrême un peu plus complexe du spectre, mais si on va vraiment au plus simple, quand on utilise grep, quelque part, c'est un peu ce qu'on fait. On a un outil qui va prendre du code source, du texte, et il va essayer d'identifier des propriétés de ce bout de texte. Avec grep, évidemment, on ne va pas aller très loin, ça va être très complexe, parce que grep ne comprend pas la syntaxe ou la sémantique du code source. C'est ce que les outils un peu plus avancés vont essayer de faire. Ils vont parser, excusez-moi si j'utilise des termes en anglais, même si je ne devrais pas peut-être. Quand on parse du code source, on va essayer d'identifier une structure dans le code pour derrière pouvoir faire des analyses un peu plus intéressantes. Et tu sais que parser, ça existe en français. Alors, il faut quand même prendre le Larousse en 3 volumes. Mais faire l'analyse sémantique, lexicale ou grammaticale, c'est effectivement un mot qui existe bien en français. Comme ça, nos auditeurs auront amélioré leur vocabulaire. Donc en fait, l'analyse de code source, l'analyse de code statique, c'est prendre le code et créer un modèle qui permet de savoir où sont les méthodes, les classes, les variables, les données qu'on passe au programme et essayer de comprendre dans tout ça s'il y a une vulnérabilité depuis une base ou c'est, comme tu l'évoquais, un peu comme grep, de chercher la mauvaise utilisation d'une fonction ou d'une méthode. Et peut-être tu peux expliquer l'analyse dynamique. Enfin, je veux dire, en expliquant l'analyse dynamique, les gens vont tout de suite bien comprendre ce que c'est l'analyse statique. Par exemple, si on parle d'injection SQL, donc une vulnérabilité où l'application ne valide pas correctement avant d'exécuter des queries SQL les données qui sont utilisées par cette query, ce qu'on ferait soit quelqu'un qui réalise un test d'intrusion, soit quelqu'un qui utilise, comme Hervé le disait, un outil qui réalise une analyse dynamique. Ce type de test va cibler une application qui est en train de tourner quelque part.
Ça peut être un site web, ça peut être une application qui est exécutée localement ou sur un système de recettes, par exemple. Le test dynamique va simuler, si on simplifie, une attaque. Donc, on va essayer d'identifier quels sont les points d'entrée de l'application, donc tous les endroits où un utilisateur pourrait envoyer des données, et va essayer de comprendre, sur la base de la réponse qui va être obtenue depuis l'application, si on a réussi à faire comporter l'application d'une façon un peu étrange. Typiquement, si on a pu exploiter une vulnérabilité. C'est un peu complexe parce que de l'extérieur, on appelle ça aussi un test boîte noire, on n'a aucune connaissance, on n'a aucune visibilité sur qu'est-ce que l'application est en train de faire. Donc typiquement, on sait au départ même pas quels sont ces points d'entrée. Donc il faut aller les identifier. Et après, on ne sait pas quels sont tous les différents chemins que les données peuvent prendre dans l'application, dans toutes les façons dont l'application pourrait traiter ces données. Quand on fait de l'analyse statique, on effectue un test en boîte blanche, c'est-à-dire qu'on a une visibilité absolument complète sur tout ce que l'application pourrait faire. En revanche, l'application n'est pas en train de tourner. On ne va pas savoir, en fonction du type de données, qu'est-ce que l'application va effectivement faire. Il faut comprendre les différents cheminements, par exemple, que le code va faire prendre aux données pour voir, par exemple, quels sont tous les contrôleurs, donc tous les endroits, par exemple, qui vont répondre à des requêtes des utilisateurs, quelles sont toutes les librairies que le code source va utiliser, voir s'il y a des conditions d'erreur qui vont faire que des données mal formées ou inattendues vont faire que le chemin d'exécution va s'interrompre. Et par l'analyse statique, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on ne peut pas observer l'application, il faut comprendre ce que l'application va faire. Donc c'est ça qui rend vraiment très complexe. Il y a un autre élément qui peut paraître un peu anodin. Quand on fait un test dynamique, quelque part on s'en fiche du langage qui a été utilisé pour développer l'application. On envoie des requêtes, on va en réponse. Si on veut analyser du code source qui a été écrit en Java, en Ruby, en Rust, Elixir, on a des centaines de langages. Et pour chaque application, pour chaque langage, il faut un outil qui sache traiter ce langage, qui comprenne la sémantique et tout ça. Donc en fait l'analyse statique, c'est un rapport avec la théorie des graphes, ces choses-là, ou pas du tout? Certaines techniques vont essayer d'aller très loin, vont essayer de faire un test, ce qu'on appelle en anglais sound. Ils essaient de prouver l'absence de vulnérabilité, par exemple, si on parle de vulnérabilité de sécurité. Il s'agit d'une analyse extrêmement complexe, extrêmement onéreuse, parce que le problème, simplement, est très très complexe. Il est impossible, dans le cas général, de prouver l'absence d'une vulnérabilité, par exemple. Je ne vais pas vous faire un résumé de théorie de l'information. Oui, ça a été prouvé mathématiquement impossible de garantir l'absence de bug. Ce n'est pas une limitation technique, c'est une preuve mathématique. Exactement. Donc certains outils, ils vont réduire leur périmètre d'action pour dire je ne vais pas tout faire. Je vais me focaliser peut-être sur une typologie de vulnérabilité dans un contexte très spécifique. Et alors là, ils arrivent effectivement à prouver dans ce contexte très spécifique, c'est ce qu'on utilise par exemple sur des systèmes critiques embarqués dans des avions, des systèmes de navigation, pour prouver que certaines catégories de vulnérabilité ou de problèmes de qualité aussi, de bugs, sont absents. Il est impossible de faire quelque chose d'aussi poussé sur la totalité, par exemple, des vulnérabilités qu'on connaît sur tous les langages. Donc, ce qu'on fait typiquement, ce que la plupart des outils vont faire, on utilise les outils qu'on retrouve dans le commerce, si on veut, mais même des outils d'open source, vont faire une analyse qui est simplifiée. Effectivement, comme disait Sébastien, la théorie des graphes rentre là-dedans, mais si je fais simple, une des techniques ou des typologies d'analyse qu'on va adopter, c'est ce qu'on appelle data flow analysis. Donc, on essaie d'identifier des flux de données qui vont d'un endroit à un autre. Donc, on essaie d'identifier dans le code source quels pourraient être des points d'entrée de données, par exemple, qui pourraient être modifiés par un agresseur ou contrôlés par un agresseur. Les programmes qui vont effectuer l'analyse vont essayer d'identifier les cheminements que ces données vont prendre dans le code source jusqu'à arriver à d'autres endroits qu'on sait être critiques, entre guillemets. Par exemple, on parlait d'injection SQL. Si certaines données sont contrôlées par un agresseur
Ils vont être assignés à des variables, etc., passer à des fonctions. Et à un moment donné, arrive dans une requête SQL, par exemple, ces données sont utilisées par enchaînement pour créer une chaîne de caractères qui représente une requête SQL qui est exécutée. Typiquement, on pourra avoir, je simplifie un petit peu, mais une injection SQL. Donc, le data flow analysis, donc l'analyse de flux de données, identifie cette technique où on définit des points d'entrée, des points, je les ai appelés points critiques. Typiquement, en anglais, on les appelle sync. C'est quelque chose qui est assez commun pour les utilisateurs aussi de ce type d'outils. L'outil va essayer d'identifier tous ces cheminements qui pourraient être utilisés. Donc, typiquement, on a des branches if, on a des loops, plein de choses, des appels à fonctions. Et là, je fais la version vraiment très simple parce qu'en fonction des langages, ça peut être très compliqué d'identifier quel pourrait être le comportement quand l'application est exécutée. Donc, c'est là où les outils vont prendre des raccourcis quelque part et rester plutôt du côté un peu plus sûr et dire, on a identifié 10 vulnérabilités potentielles, mais ils ne vont pas dire ceci, c'est les 10 vulnérabilités et les seules 10 vulnérabilités. Et techniquement, ils ne vont même pas dire oui, c'est des vulnérabilités. Il faut que quelqu'un revoie les résultats. Alors, Claudio, tu fais partie d'une société qui s'appelle SemGrep, qui développe un outil open source qui s'appelle SemGrep. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte et pourquoi cet outil a été développé ? Bien sûr. SemGrep, et je vais être clair, on peut parler à la fois de la société et de l'outil. Parfois, ça peut prêter un petit peu à confusion, mais je vais essayer de clarifier quand c'est le cas. La société SemGrep est née entre 2017 et 2018 par le souhait de ses fondateurs d'essayer de trouver un moyen, je dirais, de rapprocher la solution du problème de la sécurité applicative aux développeurs. Au début, la société a tourné un petit peu autour de comment on peut rendre plus simple pour les développeurs l'exécution, par exemple, de ce type de test. Mais même pas seulement l'exécution, aussi le fait que ces développeurs améliorent le niveau de sécurité de logiciels qu'ils développent. Parce qu'au final, c'est de ça qu'on parle. Donc au début, la société a essayé de trouver des moyens, par exemple, de montrer aux développeurs si certaines dépendances, certaines librairies qu'ils voulaient utiliser contenaient des failles ou pas, pour essayer de les guider dans un choix. Des choses qui n'ont pas trop à voir, si on veut, avec SemGrep, l'outil dont je vais parler dans un instant. On tournait un petit peu autour du sujet, on essayait de comprendre qu'est-ce qui pourrait vraiment hausser un petit peu la barre. L'objectif de la société, qui reste encore le même, a toujours été de rendre simple pour les développeurs d'éviter les vulnérabilités. Et par rapport à Sonar, qui est là aussi pour la même chose, même si au début Sonar était sur la qualité, moi je me souviens en 2017, dans ces zones-là, Sonar a mis un gros boost sur la partie sécurité, sur l'analyse de code, et Sonar c'est quand même un outil de développeur à la base. Du coup, pour la petite histoire, SemGrep en réalité elle était déjà née avant de s'appeler SemGrep. Il y a eu plusieurs évolutions qui ont amené à cet outil. Jusqu'à un jour où on a fait un hack week, donc une sorte de hackathon chez SemGrep. Et un des collaborateurs, Johan Padolio, un Français, ex-Facebook, qui avait déjà travaillé sur l'analyse statique dans des anciennes vies, a sorti un petit peu, pas du chapeau, mais du tiroir, cet outil qu'il avait déjà utilisé ailleurs. Il avait contribué aussi, toujours dans une vie précédente, au noyau Linux, par exemple. Rendre plus facile, corriger ou adapter le code source quand des API changeaient. C'est un petit peu toujours le même problème. On identifie des propriétés du code source, on veut les corriger très facilement. Ce qui est finalement le même problème qu'on peut transposer dans la sécurité. Son problème était que cet outil il s'appliquait seulement à un langage, par exemple. Donc un jour, il a dit est-ce que je ne pourrais pas rendre mon outil plus générique pour qu'il s'applique
à tous les langages, par exemple. Donc, ce qui s'est passé, très rapidement, en réalité, on s'est rendu compte qu'on avait un outil qui pouvait analyser plusieurs langages. Aujourd'hui, on utilise, je parlais de parseur tout à l'heure, on utilise un parseur qui s'appelle Triciter. C'est un parseur open source. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de contributions de la communauté open source qui nous permet de rajouter le support pour un nouveau langage très rapidement. Mais on a fait aussi quelque chose qui est assez unique, je pense. Sébastien, tu parlais de SonarQube, par exemple. Il y a quelque chose de très différent. SendGrep vise pas seulement sur le fait qu'il faut supporter beaucoup de langages, donc pouvoir analyser applications qui ont été écrites par entre guillemets n'importe qui et n'importe comment, mais aussi deux choses. La première chose est que l'outil est très rapide. Donc par rapport à ce que tu disais par exemple Nicolas tout à l'heure, SendGrep open source se focalise sur une analyse qui est relativement simple, c'est-à-dire que principalement on analyse un seul fichier à la fois. On ne va pas essayer de résoudre un problème global entre guillemets. On préfère privilégier la rapidité et le fait qu'un outil très rapide peut être utilisé par le développeur. Un problème de certains outils open source ou pas est que l'analyse prend souvent beaucoup de temps. Donc la plupart des développeurs n'ont jamais beaucoup aimé l'analyse statique, tout ce type de test de sécurité, parce que ça leur prend beaucoup de temps, parce que c'est des outils qui sont très compliqués à installer parfois, à paramétrer, etc. Donc troisième atout de SendGrep est aussi le fait qu'il est très facile de rajouter ce que nous on appelle des règles, donc pour personnaliser l'analyse à son propre environnement. Je ne vois pas SendGrep seulement comme un outil qui permet d'identifier des failles de sécurité. Pour vous citer deux exemples, par exemple, on peut très facilement, une équipe de sécurité pourrait réutiliser SendGrep et ses règles pour codifier ses bonnes pratiques de développement et dire, par exemple, dans une certaine équipe de développement web, ils ont décidé qu'il y a une certaine façon de réaliser l'authentification et l'autorisation pour toutes les composantes. Ils peuvent très facilement, ça veut dire parfois juste quelques minutes pour apprendre à utiliser ce langage qui est utilisé pour écrire les règles et codifier quelque chose qui leur permette de valider le fait que, par exemple, cette règle de développement soit appliquée partout. Donc quelque chose d'un peu différent. On va un peu plus loin de juste dire on a identifié toutes les failles possibles. On donne aussi aux développeurs la possibilité d'éradiquer certaines failles par le biais de leur bonne pratique de développement. Tu peux parler de ce langage d'écriture de règles? Il ressemble à quoi? C'est du OCaml? Il y a effectivement du OCaml, mais pas là. SendGrep est écrit en OCaml. Et d'ailleurs, comme je le disais, Johan Padelieu, donc le l'idéateur de SendGrep, est français. Il a grandi, si on veut, dans la communauté OCaml française. C'est un pléonasme, la communauté OCaml est française. Et alors, je découvre beaucoup de développeurs OCaml ailleurs aussi. Enfin, je découvre OCaml aussi de mon petit point de vue de pas expert de développement fonctionnel. Mais pour revenir à ta question, pardon Nico, les règles sont écrites simplement en YAML. Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué. Tu as dit que vous faisiez une analyse uniquement sur un fichier à chaque fois. Donc, comment ça va se passer quand tu as une méthode qui est dans un fichier, une autre méthode dans un autre fichier, et que cette deuxième méthode appelle le premier fichier, et qu'en fait, la vulnérabilité, elle vient du fait que avec le data flow, il y a quelque chose qui est pas nettoyé ou validé dans la deuxième méthode. Parce que c'est un point important, parce que juste analyser un fichier te permet pas d'être garant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, ou inversement qu'il y a un problème de sécurité. C'est une question très pertinente. Effectivement, je peux te donner deux différentes réponses. La première réponse, mais je veux aussi revenir après sur certains aspects de SendGrep open source. La première réponse est que autour de SendGrep open source, SendGrep en tant que société est en train de construire des solutions
pour aller au-delà de ce type de limitation. Je dis limitation, je mets une petite étoile à côté. Je vais revenir sur ça aussi. Mais on utilise SendGrep open source aujourd'hui comme socle, on va dire, sur lequel on est en train de construire toute une série d'autres outils. Je ne sais pas si on ira dans ce domaine-là. Je reviendrai peut-être sur le podcast une autre fois. Mais parce qu'on a commencé à parler d'analyse statique, mais avec SendGrep, on peut aussi, par exemple, faire des analyses de dépendance. On parle beaucoup de supply chain attack. On peut, et c'est sur ça qu'on a construit, avec SendGrep, on peut identifier, par exemple, le fait qu'une application est en train d'utiliser une version d'une librairie qui est vulnérable. Donc sur ça, SendGrep est en train de construire différents outils qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on trouve chez d'autres sociétés qu'on était dans l'analyse statique depuis plus longtemps, mais des systèmes, par exemple, qui vont permettre de gérer tous les repositories de code source d'une entreprise, remonter toutes les vulnérabilités qui ont été identifiées dans un seul point, à un seul endroit, où par exemple une équipe de sécurité va pouvoir revoir les résultats. Ou encore quelque chose qui n'existait pas. Je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à travailler dans l'analyse statique, on va dire il y a 15 ans presque, l'habitude était celle d'analyser le code source quelque part et pousser les résultats aux développeurs. Ce qui est quelque part aussi un petit peu violent, si on veut, parce que le développeur subissait un petit peu ces résultats. On était un petit peu en train de pointer le doigt vers le développeur pour lui dire on a trouvé ces problèmes, maintenant il faut aller les corriger. Aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup plus près des développeurs parce que je peux vous faire l'exemple de SendGrep. Quand on intègre nos outils, que ce soit la version open source ou pas, l'outil va s'intégrer dans les systèmes d'intégration continue, par exemple, de façon native. On peut parler de GitHub, GitLab, tous ces systèmes, et d'une façon très très simple. Vraiment encore une histoire de quelques minutes. Donc il n'y a pas 3000 serveurs à mettre en place, des bases de données, tout ça. De notre côté, on va, par exemple, récupérer l'information relative au fait qu'une analyse a tourné. Si de nouvelles failles ont été identifiées, on va pouvoir créer des commentaires, par exemple, dans des pull requests ou merge requests. Donc là où le développeur est en train de faire revoir son code avant de le... je vais dire... De le commiter. Oui. J'étais en train de dire merger. Moi, j'avais fait un peu d'analyse statique il y a longtemps, mais à l'époque où il y avait des outils qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça posait pas mal de problèmes de faux positifs, faux négatifs, mais surtout, il fallait annoter son code. Il y avait des constructions natives du langage qui n'étaient pas supportées. Par exemple, il y en a qui nécessitaient de faire des boucles while parce qu'ils ne supportaient pas les for, etc. Est-ce que l'état de l'art s'est un peu amélioré on en est où aujourd'hui? Parce que tu parles de pousser tout ça à des développeurs directement. Effectivement, si tu as 10 fois plus de faux négatifs que de bugs, au bout d'un moment, ils vont rapidement supprimer les alertes de leur CI/CD. C'est une question piège. Ça fait 20 ans qu'on me parle d'analyse statique, donc j'espère quand même que ça s'est un minimum amélioré en 20 ans. Surtout que les langages sont devenus un peu plus rationnels aujourd'hui. À l'époque où tu avais des long jump et des stack jump, des goto dans les langages, effectivement, je peux comprendre que les analyseurs avaient un peu de mal. Mais aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus réguliers et beaucoup plus... il y a des spécifications qui correspondent au langage, quoi. Oui, alors ça, Nicolas, je suis pas d'accord avec toi parce que pour utiliser à peu près tous les langages de la Terre où je suis actuellement, je pense que les outils sont bien embêtés de par les langages. Quand tu as du Kotlin d'un côté, du C de l'autre, multiplié avec du C#, et puis tu rajoutes du TypeScript, et puis peut-être du Go ou du Scala ou du Rust, tous ces langages, c'est quand même hyper complexe de
d'analyser. Alors ça c'est mes vieilles. Mais moi j'avais été au cours de compilation à l'école. J'avais écrit un compilateur. C'est très compliqué à analyser un code source. Et aujourd'hui, quand tu vois les raccourcis que tu prends du Kotlin, le Kotlin, à mon sens, aujourd'hui, c'est le langage qui est le moins bien supporté par les analyseurs de code source. Mais je ne serais pas d'accord avec toi, parce que moi aussi, j'ai fait des grammaires LL0 et LR0. Flex et Yak. Un des problèmes du C, c'est qu'il y a des comportements indéfinis dans l'aspect. C'est-à-dire que l'aspect te dit ce comportement est indéfini, vous faites ce que vous voulez. Et il y a cette règle d'Iroom, je crois, qui dit que tout comportement de ton système, quelqu'un va en dépendre. Typiquement, la non-initialisation des variables locales et choses comme ça, tu as des gens qui vont dépendre de ce comportement. Et si tu vas forcer ton compilo à initialiser toutes les variables locales à 0, bah, ça peut créer des bugs dans ton code. Typiquement, le bug Debian OpenSSL, où il utilisait la mémoire non initialisée comme source d'aléa, en fait. Et si tu forces à 0, bah, tu n'as plus d'aléa. Donc, les langages mieux spécifiés et plus modernes sont incomparables avec C ou JavaScript, enfin C99 ou JavaScript. Ouais. Vous posez à l'apparence 2 questions à peu près, mais en réalité, il y a beaucoup de questions différentes et plusieurs de niveaux de réponses différentes aussi, ou possibles. Je pense que l'état de l'art, objectivement, s'est amélioré. Un exemple très simple, il y a quelques années, il n'existait pas autant d'outils open source qui permettaient de faire ce type d'analyse, même sans parler de SameGrep. Quand j'ai commencé, on va dire même il y a 10 ans, il était très compliqué de trouver des solutions satisfaisantes quelque part, sans tomber dans le monde de l'outil commercial. Ce qui en faisait un petit peu la force. Quand on allait, j'ai eu ma petite part avant-vente à un moment donné. Quand on allait voir des grandes entreprises, que ce soit de la banque, de l'assurance, de la défense, mais tous ces gros clients, leur problème était toujours le même. Il n'y avait pas un outil, que ce soit pas un outil commercial, qui pouvait répondre à leurs besoins parce que ces outils n'étaient pas capables d'analyser assez de langage, par exemple. Ou assez bien. Aujourd'hui, on a quand même une certaine panoplie d'outils, open source et pas open source, même dans le monde commercial, franchement, il n'y a pas 2 ou 3 noms seulement. Il y en a au moins une bonne dizaine et quinzaine. Certains plus spécialisés peut-être que les autres. Mais du coup, je pense que globalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun. Oui, mais plus commun. Ça ne veut pas dire que ça marche mieux qu'avant. La question de Nicolas, c'est est-ce que ça marche mieux qu'avant ou c'est plus accessible qu'avant ou les développeurs ont moins de raisons de ne pas s'en servir qu'avant? C'est quoi l'évolution? Est-ce que les développeurs sont meilleurs? Je pense que d'un côté, surtout les outils un petit peu, je pourrais les appeler de nouvelle génération, je pourrais parler de SameGrep, il y en a d'autres, sont beaucoup plus accessibles pour les développeurs. SameGrep, il s'installe comme n'importe quel petit outil qu'un développeur installe pour développer sur son ordinateur. Que ce soit VI, pour ceux qui utilisent VI, et tout ça. On a aussi simplement une image Docker, par exemple. Donc, et l'outil est très petit, par exemple. On parle de, je pourrais me tromper, mais entre 100 et 200 mégaoctets. Alors que certaines solutions qui existaient, les seules qui existaient il y a quelques temps, il fallait compter 3 à 4 gigaoctets ou plus. Donc quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre d'installer partout, qui était très difficile à distribuer. Donc ça, c'est un petit peu le côté facile d'accès. Et on a aussi des outils qui s'intègrent dans l'IDE, dans l'environnement de développement, quelque chose qui n'existait pas trop il y a quelques temps. D'un point de vue d'analyse en soi, l'exemple de SameGrep est peut-être un peu particulier. Je vais y retourner quand même parce que je suis un peu fier de ça. Le fait que SameGrep soit open source fait que des personnes autres que moi ou les employés de SameGrep peuvent contribuer à l'outil. Donc, par exemple, un utilisateur, un développeur voudrait analyser un langage que je ne connaissais pas ou pas trop, comme Julia ou R ou Elixir, donc des langages peut-être un peu de niche. Il ne trouve pas d'outils ailleurs,
on a reçu des contributions de développeurs qui étaient intéressés par avoir un outil qui les aide. Simplement, ils ont rajouté le support pour ce langage, ça veut dire intégrer un parseur qui parfois est un parseur open source qui existe déjà, donc il faut faire l'effort de l'intégrer dans SendGrep. Donc la barre, on va dire, pour rajouter le support pour un langage, est sensiblement plus basse qu'on pouvait voir il y a quelque temps. Et le fait que plusieurs composants soient open source, aussi le fait qu'il y a une communauté qui contribue, rend un outil comme SendGrep beaucoup plus accessible. Si je peux, entre guillemets, m'éterniser encore un instant sur la réponse, en termes de qualité des résultats, si on peut l'appeler comme ça, en termes de faux positifs, faux négatifs, etc., c'est un peu compliqué de donner une réponse. Parce que, d'un côté, chaque outil est différent. Donc, par exemple, SendGrep est aussi bon que son moteur d'analyse et les règles qui existent. Donc, quelque part, l'avantage de SendGrep est qu'on a plusieurs centaines de contributeurs qui ont écrit des règles pour nous. Enfin, pas que pour nous, pour toute la communauté. Donc, par exemple, un cas assez récent qui me vient à l'esprit, un utilisateur très intéressé par Kubernetes, je pense, si je ne me trompe pas, il avait trouvé qu'il y avait un petit vide quelque part dans les règles qu'on avait déjà intégrées dans cette librairie. Ils ont écrit des règles qui ont été intégrées immédiatement et donc tous les utilisateurs de SendGrep peuvent en bénéficier. Alors, je voulais juste dire que l'outil que moi j'avais utilisé en 2006, c'était Finebugs de l'Université du Maryland. Donc l'analyse statique, ça date pas d'hier. C'est tellement vieux que c'est hébergé sur SourceForge. T'as Flow Finder aussi qui existe encore et qui est encore utilisé quand tu veux faire du C++ et qui est encore sur SourceForge aussi. Mais c'était juste une incise, tu peux continuer. Il y a un aspect, je trouve que, parce que je pense Hervé, toi aussi, tout à l'heure, c'était toi je pense, tu parlais, est-ce que les développeurs sont meilleurs qu'avant, par exemple? Est-ce qu'on les a aidés? Et il y a un aspect que je trouve un peu intéressant. Au départ, dans l'aventure de SendGrep, avant de commencer à se retrouver dans un milieu où on est un petit peu face à face à des outils qui essaient de trouver des vulnérabilités, on s'est beaucoup concentré, et on est encore là-dessus, mais je trouve qu'il y a un petit peu un manque de maturité dans le monde du développement, pour le coup. On avait essayé de se concentrer sur aider les développeurs, comme j'avais dit peut-être tout à l'heure, à éradiquer des classes de vulnérabilité. Donc au lieu de dire, et c'est là où je vais me rejoindre ce que tu demandais tout à l'heure, Nico, par rapport à la qualité quelque part des résultats, il y a cette approche où au lieu d'essayer d'identifier toutes les failles possibles, s'il est très facile de personnaliser l'analyse, donc dire à l'outil qu'est-ce qui est un peu plus pertinent dans mon environnement, il est parfois beaucoup plus facile d'éviter une vulnérabilité parce qu'on valide qu'on a mis en place une protection, plutôt que faire l'inverse. Essayer d'identifier tous les endroits où on pourrait avoir loupé quelque chose, si on veut. Donc, je fais un exemple hyper basique, mais ça serait trop compliqué, je pense, de rentrer dans des détails. Si on dit qu'on a une application où tous les points d'entrée doivent être authentifiés, très souvent, cette information est très simple pour un développeur. Il s'agit par exemple de annoter une classe Java avec une certaine annotation, justement, qui va imposer que pour envoyer une requête à ce endpoint, si on veut, à ce point d'entrée, il faut passer un contrôle d'authentification ou avoir certains droits, par exemple. Il est très facile de vérifier qu'on a certaines annotations en place, alors qu'il est très compliqué de valider si on a quelque part, dans la logique de l'application, fait tout ce qu'il faut faire pour vérifier des rôles, par exemple. Donc, il y a aussi cette différence d'approche où je ne dis pas que SendGrep n'essaye pas d'identifier les vulnérabilités, parce qu'en réalité, toute la partie commerciale sur laquelle je ne me suis pas concentré beaucoup est très centrée autour de ça. Il y a aussi cet aspect où je trouve qu'il y a encore un peu un manque de maturité, parce que ça demande aux développeurs d'utiliser un outil pour codifier ces règles, mais c'est une approche qui est très intéressante, parce que ça permet de résoudre en amont
un problème qui est très compliqué de résoudre autrement. Une question pour Sébastien, juste avant le mot de la fin. Sébastien, il y a un proverbe qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Il y en a un autre qui dit qui sème grep récolte des strings. Est-ce que c'est exact? Personnellement, on utilise beaucoup SEMGREP chez nous. On l'utilise beaucoup parce qu'en fait, on a énormément de code. Mais quand je dis énormément de code, je compte plus le nombre de projets que j'analyse par nuit avec SEMGREP. J'ai dépassé le millier de projets Git. Et en fait, le retour que j'ai de la part de mes développeurs, de tous mes développeurs, fait que je sème pas autant de chaos que ça dans les équipes par le retour de SEMGREP. Mais comme le dit Claudio, effectivement, très très bien, c'est peut-être dû au fait aussi que j'ai réussi à demander à tous ces développeurs d'appliquer des best practices internes, donc des patterns d'architecture, des patterns de développement, et d'utiliser SEMGREP non pas à aller chercher le XSS au fin fond de je sais pas quel API, mais d'aller vérifier avec SEMGREP qu'ils avaient bien respecté les best practices. Ce qui fait que le retour que je donne à mes développeurs, il y a peu de faux positifs. C'est-à-dire que quand je leur montre qu'il y a un problème, il y a vraiment un problème. Par contre, je dis pas qu'il n'y a pas un problème de faux négatif. Et ça, le faux négatif, aujourd'hui, c'est très difficile à quantifier de toute façon. Donc, je sème pas autant que ça le chaos avec ce type d'outil parce que justement, peut-être que je l'ai utilisé, comme dit Claudio, avec la bonne approche et non pas en allant chercher tous les types de vulnérabilités possibles et inimaginables que je peux avoir dans un code, sachant que j'ai l'avantage de savoir ce que je fais de mes applications et comment j'applique mes patterns en fait. Donc, je sème pas tant le chaos que ça. Et si on veut en savoir plus sur cette approche un peu spécifique, est-ce que elle est décrite quelque part parce que j'ai l'impression que c'est l'approche qui est intéressante avec l'outil. Enfin, si on utilise l'outil avec une approche différente, finalement, on n'obtiendra pas d'aussi bons résultats. Bon, je vais mettre pendant un instant ma casquette un peu plus commerciale. C'est pas exactement vrai. Je donnerai deux réponses. D'un côté, effectivement, ce qu'on préfère, par exemple, quand mon équipe écrit des règles qu'on va rajouter du côté commercial de la sphère SEMGREP, on va essayer de privilégier la précision. Pas nécessairement en privilégiant les faux négatifs, donc pas nécessairement en disant je essaie d'avoir moins de résultats, comme ça je vais avoir moins de bruit. C'est pas ça, mais on va se concentrer beaucoup sur vérifier si notre travail va rajouter vraiment beaucoup de faux positifs. Donc, on va essayer d'avoir des règles qui sont très précises. On va passer beaucoup de temps à tester sur beaucoup de repositories les performances de ces règles. Parce qu'un des problèmes, on tourne un petit peu autour de ça avec plusieurs questions. Une des raisons pour laquelle l'analyse statique n'a pas eu le succès qu'elle mérite peut-être est qu'il est très facile de générer beaucoup de bruit, d'avoir beaucoup de résultats qui ne sont pas intéressants. C'est ce dont parlait Nicolas tout à l'heure. Exactement. Donc ça dépend vraiment, ça dépend de l'éditeur, c'est dans les mains de l'éditeur du logiciel d'avoir une approche, de privilégier par exemple la précision. C'est pas dans les mains de l'équipe sécurité plutôt, parce que l'équipe sécurité va recevoir des résultats de X outils, et c'est à elle de prioriser justement le correctif. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que toutes les nuits, on fait tourner énormément de pipelines sur énormément de projets. Donc, on peut très bien utiliser SEMGREP sur un corps C# et ajouter en plus une autre analyse de code statique avec un autre outil, voire un troisième outil, voire faire passer une règle sonar pour finir. Donc, on va avoir utilisé 3 outils qui vont nous ramener peut-être 3 résultats différents. Mais plutôt que d'envoyer directement au développeur et lui dire « débrouille-toi avec tout ce bruit »,
Est-ce que c'est pas plutôt à l'équipe sécurité de le faire? C'est quand même eux les experts de la vulnérabilité. Et moi, j'ai envie de dire, ça dépend. Parce que idéalement, un développeur, il devrait recevoir une information par l'outil qui est intelligible. Le développeur devrait pouvoir recevoir des alertes, j'aime pas beaucoup les appeler des alertes, mais les recevoir et savoir réagir de façon autonome. Parce que quelque part, quand on parle de qualité, par exemple, quand on a des linters, par exemple, ces outils qui sont beaucoup plus simples, il y a plein d'outils qui vont tourner dans l'environnement de développement. Parce que le développeur a ce réflexe de corriger tout un tas d'alertes qui lui sont remontées par ces outils. Dans mon monde idéal, des alertes de sécurité devraient pouvoir être remontées au développeur aussitôt que, par exemple, je suis en train d'écrire ma ligne de code, je reçois l'alerte de sécurité. Il y a peut-être un deuxième aspect. Ça, c'est quelque chose que nous, on pratique, mais nous, SemGrep, mais il y a pas mal d'articles et de présentations sur le sujet. Je ne vais pas faire les noms, ce pas des concurrents, pas du tout, mais des grandes entreprises dans le monde des réseaux. Non, pas du tout, dans le monde des réseaux sociaux, du streaming, etc., qui ont adopté cette approche, ce que je disais tout à l'heure, de mettre dans les mains des développeurs aussi cette, quelque part, responsabilité de faire partie de ce cercle vertueux où on remonte des failles, on adapte aussi peut-être la façon de développer et la façon dont l'outil fonctionne pour éviter que les failles se représentent. Plutôt que faire cette chasse, on va dire, à la vulnérabilité qui est extrêmement complexe. C'est un peu la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui après beaucoup d'années. Alors, ça ressemble à une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin? Je pense que j'aimerais terminer en disant que c'est pas parce que j'utilise SemGrep tous les jours que je vais tisser les louanges, mais ce qui m'a fait d'ailleurs arriver chez SemGrep est le fait que tout a été construit autour d'une communauté, autour d'un outil open source, même si aujourd'hui on n'en a pas parlé, mais on est à la 3e levée de fonds, par exemple. Donc, la société se développe, mais au noyau, on a toujours ce socle avec un outil open source et une communauté qui nous aide à essayer d'améliorer la sécurité. C'est aussi simple que ça. De rendre plus simple pour les développeurs de corriger ou éviter que les failles se présentent. Eh bien, Claudio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.